Il existe des mariages qui ne cherchent ni reconnaissance ni récit, parce que toute visibilité les fragiliserait. Ici, l'union n'est pas dissimulée par honte, mais tenue à distance par nécessité. Aimer devient une opération de retrait. Se marier ne signifie pas apparaître ensemble, mais organiser deux existences pour qu'elles ne se croisent jamais publiquement. Le mariage n'est plus un acte social, il est une décision de cloisonnement. Un mariage peut exister sans laisser la moindre trace. Pas de photographie, pas d'annonce, pas d'indice périphérique. Il ne s'agit pas d'effacer un événement, mais de le rendre structurellement incompatible avec l'espace public. L'union agit alors comme une infrastructure silencieuse. Elle soutient la vie privée tout en exigeant son invisibilité absolue. Se marier, dans ce cadre, n'a rien d'un aboutissement sentimental. C'est un choix d'ingénierie existentielle. Il s'agit de stabiliser un quotidien sans le faire entrer en collision avec une image professionnelle déjà saturée de projections. Le mariage ne vient pas ajouter un rôle, il en soustrait un. Il retire à la vie intime toute fonction narrative. La femme avec laquelle l'union serait contractée n'est pas absente par insignifiance. Elle est absente parce que sa présence publique ferait exploser l'équilibre. Apparaître, ce serait devenir un objet d'interprétation, une variable médiatique, un point d'entrée pour des lectures concurrentes. Le mariage impose alors une règle stricte. Ce qui est essentiel doit rester non visible pour demeurer intact. Dans cette configuration, l'amour cesse d'être un espace de partage social. Il devient une zone protégée par des contraintes précises. Horaires segmentés, déplacements calculés, habitudes ajustées pour ne produire aucun signal. Le mariage ne libère pas, il discipline. Il ne promet pas la tranquillité. Il impose une vigilance constante. Cette union n'est pas un refuge contre l'exposition, mais une réponse à son excès. Elle reconnaît une réalité simple. Dans certaines trajectoires publiques, montrer revient à perdre le contrôle. Le mariage en zone non visible accepte cette perte comme donnée de départ. Il transforme l'absence en condition de survie. À partir de là, l'union change de nature. Elle ne sert plus à être reconnue, mais à tenir dans la durée. Elle organise une coexistence qui doit rester hors champ pour continuer d'exister. Ce mariage n'a pas besoin d'être nommé pour produire ses effets. Il suffit qu'il restreigne, qu'il oriente, qu'il redistribue les priorités. Et dans ce silence imposé, il acquiert une densité particulière, celle d'un engagement qui ne s'autorise aucun soutien extérieur. La discrétion n'est pas en état, c'est un effort permanent. Elle ne se décide pas une fois, elle se maintient. Un mariage tenu hors champ exige une organisation quotidienne qui ne tolère ni relâchement ni improvisation. Chaque déplacement, chaque absence, chaque rythme doit être pensé en amont pour ne produire aucun signal exploitable. Protéger la vie privée devient une activité à part entière, avec sa charge mentale et son usure spécifique. Dans cette logique, l'amour ne circule plus librement. Il est contenu, non par manque d'intensité, mais par excès de risque. Le mariage impose une économie stricte des gestes et des paroles. Ce qui pourrait être anodin dans une existence ordinaire devient ici potentiellement révélateur. La protection du privé ne relève plus du droit, elle relève de la discipline. Cette discipline a un coût invisible. Elle empêche la détente complète. Elle interdit la spontanéité non calculée. Le mariage ne crée pas un espace de repos. Il crée un espace sécurisé, ce qui n'est pas la même chose. La sécurité exige de l'anticipation, de la retenue, parfois du renoncement. Elle transforme la vie intime en zone sous contrôle constant. Dans cette configuration, la frontière entre protection et contrainte devient floue. Ce qui est fait pour préserver l'amour finit par en modifier la texture. Le mariage n'est pas fragilisé par l'absence de reconnaissance. Il est éprouvé par la tension continue qu'exige son invisibilité. Tenir le secret devient une responsabilité partagée, mais rarement équilibrée dans ses effets. Ce mariage n'est donc pas seulement discret, il est coûteux. Il demande une énergie qui ne produit aucun bénéfice symbolique. Il ne rapporte ni validation, ni apaisement social. Il ne sert qu'à une chose,
maintenir l'existence d'un lien sans l'exposer à une logique qui le déformerait immédiatement. Et cette fonction unique suffit à le rendre lourd, mais nécessaire. La grossesse introduit une donnée que la stratégie ne peut pas entièrement absorber. Le corps cesse d'être neutre. Il devient un facteur visible, mesurable, soumis à un calendrier qui ne négocie pas avec l'image publique. Là où le mariage pouvait rester conceptuel, la grossesse impose une matérialité qui met le système sous tension. Le temps biologique ne se plie pas aux impératifs de discrétion. Il avance, il transforme, il rend certaines adaptations impossibles. À partir de ce moment, l'union cachée n'est plus seulement une organisation privée, elle devient une structure qui doit intégrer l'irréversibilité. L'enfant à venir oblige à repenser l'ensemble. Disponibilité, priorité, projection. Le secret n'est plus seulement à tenir, il est à gérer dans la durée. Cette pression révèle une vérité simple. On peut dissimuler une relation, mais on ne peut pas neutraliser entièrement ses conséquences. La grossesse force le mariage à sortir de l'abstraction. Elle lui donne une forme concrète, même si cette forme n'est jamais montrée. La responsabilité cesse d'être théorique, elle devient quotidienne, physique, non différable. Dans ce contexte, l'enfant n'est pas un symbole. Il est une contrainte réelle qui modifie l'équilibre entre les deux vies parallèles. Il crée un point de contact potentiel entre ceux qui étaient soigneusement séparés. Le mariage caché doit alors se renforcer ou se fissurer. Il ne peut plus rester dans une zone intermédiaire. La grossesse agit comme un révélateur. Elle montre ce que le secret peut encore contenir et ce qu'il ne peut plus absorber. Elle oblige à choisir non pas entre l'amour et la carrière, mais entre deux formes de vérité, celle que l'on vit et celle que l'on accepte de laisser exister publiquement. Le mariage, à ce stade, ne protège plus seulement un lien, il devient la structure minimale qui permet à une vie nouvelle d'exister sans être immédiatement capturée par le regard extérieur. À partir de là, le secret change de nature. Il n'est plus seulement défensif, il devient organisateur. Il impose une réécriture complète des priorités, non par idéologie, mais par nécessité biologique. Et dans cette reconfiguration forcée, le mariage révèle son sens le plus brut. Non pas unir deux personnes aux yeux des autres, mais permettre à une réalité intime de tenir face à ce qui la dépasse. Dans ce type de mariage, l'invisibilité n'est pas répartie équitablement. L'homme public peut disparaître par intermittence, la femme, elle, disparaît structurellement. Elle n'est pas tenue hors champ parce qu'elle serait secondaire, mais parce que toute apparition ferait basculer l'équilibre. Son absence n'est pas un oubli, c'est une condition de fonctionnement. Ne pas être vu signifie aussi ne pas être reconnu. Cette femme n'existe dans aucun récit social. Elle n'est ni compagne officielle, ni figure d'accompagnement, ni présence légitime. Elle n'obtient aucune protection symbolique en échange du silence qu'elle accepte. Le mariage, ici, ne confère aucun statut, il impose seulement une charge. Aimer un homme public revient à accepter d'être tenu à l'écart de toute validation extérieure. Cette position produit une asymétrie profonde. L'engagement est réel, les responsabilités sont partagées, mais la reconnaissance est unilatérale. L'homme conserve son identité publique intacte. La femme, elle, doit renoncer à toute existence visible liée à cette union. Le mariage ne crée pas une alliance sociale, il institue une disparition consentie. Ce retrait n'est pas seulement social, il est psychique. Il impose une discipline intérieure spécifique, ne pas parler, ne pas apparaître, ne pas laisser de traces. L'amour n'est pas empêché, mais il est amputé de sa dimension expressive. Le mariage devient un espace clos, sans relais, sans témoin, sans possibilité de mise en commun symbolique. La difficulté majeure n'est pas l'isolement, mais l'impossibilité de formuler une plainte. Puisque le choix a été fait, toute fatigue devient illégitime. Le silence accepté au départ se transforme en norme durable. Le mariage ne protège pas de cette usure, il l'institutionnalise. Et cette institution silencieuse repose largement sur celle qui n'apparaît jamais. La carrière n'est pas ici un simple contexte, elle agit comme une force de compression permanente.
L'image positive, stable, sans aspérité, devient une exigence implicite. Le mariage caché n'est pas un caprice de discrétion, mais une condition tacite pour que cette image continue de fonctionner sans friction. Toute variation personnelle est perçue comme un risque potentiel. Dans cette logique, l'amour n'est jamais neutre. Il est évalué selon son degré de perturbation possible. Un mariage visible introduirait des questions, des interprétations, des récits concurrents. Le choix du secret apparaît alors comme une stratégie de préservation professionnelle. Aimer devient une variable à contrôler. Cette pression transforme profondément la hiérarchie des priorités. La carrière ne dicte pas explicitement les choix intimes, mais elle crée un environnement dans lequel certaines options deviennent impraticables. Le mariage discret n'est pas imposé de l'extérieur. Il est rendu nécessaire par un système qui valorise la continuité et pénalise toute rupture de lisibilité. Le coût de cette configuration est rarement nommé. Il ne se manifeste pas par un conflit ouvert, mais par une tension constante. Chaque décision personnelle est filtrée à travers une question silencieuse. Quel sera l'impact ? Le mariage, loin d'être un espace de relâchement, devient un lieu de calcul permanent. À ce stade, il ne s'agit plus d'un arbitrage ponctuel entre amour et travail, il s'agit d'une coexistence sous contrainte, où l'un ne peut exister qu'à condition de ne jamais interférer avec l'autre. Le mariage caché devient alors une solution imparfaite, mais fonctionnelle. Il permet de maintenir deux mondes séparés, au prix d'une fatigue continue et d'une fragmentation intérieure. La carrière, en occupant tout l'espace visible, force le mariage à se replier. Et ce repli n'est pas temporaire. Il s'inscrit dans la durée, avec ses renoncements cumulés. L'amour n'est pas nié, il est comprimé. Et dans cette compression prolongée, le mariage révèle sa nature la plus dure. Non pas un lieu d'épanouissement, mais une structure de résistance, conçue pour tenir sans bruit face à une machine qui ne tolère pas l'imprévu. À ce stade, le mariage ne fonctionne plus comme une union, mais comme un dispositif de séparation. Deux vies coexistent sans jamais se croiser publiquement. L'une est exposée, lisible, calibrée. L'autre est dense, engageante, mais maintenue dans un angle mort permanent. Le mariage n'unit pas ces deux sphères. Il organise leur non-collision. Cette organisation exige une partition constante du soi. Ce qui est vécu ne doit jamais contaminer ce qui est montré. Les émotions sont compartimentées, les priorités hiérarchisées selon leur degré de visibilité. Le mariage devient une frontière interne, non négociable, qui empêche toute circulation spontanée entre l'intime et le public. Il ne s'agit pas de mentir, mais de ne pas laisser apparaître. La fatigue propre à cette configuration ne vient pas d'un conflit ponctuel, mais d'une vigilance ininterrompue. Il faut se souvenir de ce qui peut être dit, de ce qui doit rester tu, de ce qui ne doit jamais produire d'indices. Le mariage ne s'oppose pas à la vie professionnelle. Il s'y adapte jusqu'à se rendre imperceptible. Cette adaptation prolongée crée une tension sourde, rarement formulée, mais structurante. Lorsque l'enfant est là ou en train d'arriver, cette partition atteint son point critique. Le temps, l'énergie, la présence ne peuvent plus être distribués sans laisser de traces. La vie parallèle exige une cohérence nouvelle. Le mariage caché cesse d'être seulement une solution. Il devient une contrainte organisatrice qui redessine l'ensemble des équilibres. Deux vies continuent d'exister, mais leur séparation devient un travail à plein temps. Ce qui se consolide alors n'est pas une harmonie, mais une endurance. Le mariage tient parce qu'il accepte de rester hors récit. Il survit parce qu'il renonce à toute reconnaissance. Cette renonciation n'est pas héroïque, elle est fonctionnelle. Elle permet à l'ensemble de ne pas s'effondrer au prix d'une fragmentation assumée. Ce mariage n'a jamais eu besoin d'être vu pour être réel. Il s'est construit dans l'absence, maintenu par la discipline, renforcé par la contrainte. Il n'a pas offert de promesses visibles, seulement une structure minimale pour que l'amour et la responsabilité puissent exister sans entrer en conflit avec une machine de visibilité permanente. Il ne reste pas ici une conclusion morale, ni une résolution apaisée. Il reste un état de fait. Lorsque deux mondes ne peuvent pas cohabiter, le mariage devient un espace intermédiaire, ni public, ni reconnu,
mais indispensable. Il tient par le silence, se prolonge par l'effort et impose une forme de loyauté qui ne cherche aucun témoin. À cet endroit précis, le mariage cesse d'être une histoire à raconter. Il devient une condition de survie intime. Et c'est peut-être là, dans cette existence sans récit, que se révèle sa vérité la plus dure. Unir, non pas pour apparaître ensemble, mais pour continuer à vivre sans se dissoudre sous le regard des autres.